Je vais appeler à me rejoindre pour échanger sur cet univers autour du client, de l'utilisateur, le patron du Bon Coin, Antoine Joutot, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin. On l'applaudit. Bonjour Antoine, merci. Un petit micro pour vous. Merci d'être là. Le DG du Bon Coin, tout a démarré en 2006, Antoine. Oui, c'est Il faut toujours raconter l'histoire, forcément, les success stories, on n'est pas condamné, mais quand même régulièrement. un petit peu, ouais. Bah, ça fait 13 ans maintenant. Ouais. Moi, ça fait une dizaine d'années que j'ai rejoint le groupe Le Bon Coin. Oui, c'est une belle histoire de rencontre entre un service et les Français qui se sont essayés depuis, qui ont même réussi sur la consommation collaborative qu'ils ont amorcé sans aucune aide publique, sans aucune volonté politique. Voilà, donc depuis 13 ans, Le Bon Coin accélère les transactions entre particuliers dans des univers évidemment comme les biens de consommation, la mode, la maison, le multimédia, mais aussi tout ce qui est immobilier, automobile, emploi. Donc un lancement en 2006 par Olivier Zac, le fondateur du Bon Coin, qui a quitté le groupe en 2014 et qui a démarré, qui s'est retroussé les manches et qui a disrupté un certain nombre d'acteurs et a changé des codes sur le marché de la transaction. D'abord en arrivant avec un produit très éprouvé déjà en Suède, parce qu'on est né de nos amis scandinaves, et puis ensuite derrière en changeant des codes, en intégrant la gratuité, en appuyant sur la géolocalisation avant le produit, et puis en ayant l'obsession d'être extrêmement simple et fluide. Déjà à l'époque, il y avait une certaine défiance peut-être vis-à-vis des sites qui étaient extrêmement complexes, où il fallait s'inscrire, il fallait mettre des moyens de paiement, etc. Et quand Le Bon Coin s'est installé en 2006, il n'y avait rien de tout ça. En quelques secondes, vous pouviez poster une annonce et ça s'adressait à n'importe quelle personne de la population française. Il n'y a aucune barrière à l'entrée. Voilà, donc 2006, il lance le Bon Coin, qui a failli s'appeler Chez Georgette, le prénom de sa grand-mère. On a bien fait de ne pas prendre Chez Georgette quand même. Bien vu, ouais. Même si Ça vous a évité un petit changement de nom. On a évité ça. Et puis voilà, ensuite la croissance s'est accélérée et puis, au fil du temps, on a bâti un business model autour du C2C. C'est vrai que comme Olivier il avait décidé de lancer la gratuité, c'était cool, mais sauf que rapport à l'argent, ça nous a obligés à repenser un business model complètement différent, basé sur la publicité, basé sur un modèle plus freemium, c'est-à-dire la monétisation des contenus gratuits, basé sur les offres pour les professionnels. Voilà, ça nous a forcé à réinventer un nouveau modèle. Aujourd'hui, le groupe, en effet, ça me donne toujours le vertige. On a franchi la barre des 1300 collaborateurs, donc évidemment, on n'a plus les expériences du début, mais je pense qu'on a fait beaucoup de petits pas, justement avec une obsession d'intégrer les demandes de nos utilisateurs dans le site. Ça s'est fait par petites touches, mais on a senti quand même depuis 12-18 mois qu'il y a eu une vraie accélération, un nouveau logo, etc. On va y revenir. Vous êtes passé rapidement sur vos verticales. Comment on devient en quelques années numéro 1 sur l'IMO, sur l'auto, etc. En fait, ça se fait de manière assez progressive. Je pense que tu as raison. Cette accélération, elle est très forte depuis 18 mois parce qu'on a beaucoup structuré les équipes techniques. On a repensé la manière dont on structurait toute la compréhension de demandes de nos utilisateurs. Donc en fait, il y a eu plusieurs étapes. Déjà, il y a une étape importante, c'est moi je suis arrivé en 2009. Ça, c'était très important. Non, pour être plus sérieux... Bon anniversaire. Oui, c'est vrai que ça fait 10 ans. D'ailleurs, mes équipes m'ont pas fêté mes 10 ans. Enfin, je ne sais pas si il y en a certaines dans la salle. Mais globalement, voilà, on a une obsession de la satisfaction de nos utilisateurs. Mais moi-même, j'ai fait du support client. Moi-même, de temps en temps, je regarde. Ça agace les équipes, je sais, mais je le fais de temps en temps. Donc, en fait, cette accélération, elle s'est faite via une transformation complète de notre manière de penser. On était, à force de dire qu'on était une boîte agile, finalement, il y a 2 ans, on s'est dit, ben non, on est une boîte en cycle en V. On se racontait en agile, mais en fait, on ne l'avait jamais fait. Il y a 2 ans, on a dit aux équipes, si vous deviez vous réorganiser, qu'est-ce que vous feriez pour aller beaucoup plus vite? Et c'est ce qu'elles ont fait. Elles nous ont proposé des organisations qui sont en feature team, beaucoup plus classiques pour des acteurs comme nous, avec beaucoup d'autonomie, beaucoup de responsabilité aussi sur les indicateurs. Et en faisant ça, on a vraiment produit une accélération très forte. Voilà. C'était pour dépoussiérer un peu, vous réinventer, ou vous vous êtes dit vraiment là, il faut qu'on reparte non pas d'une feuille blanche parce qu'il y avait déjà un joli socle,
Mais vous étiez avec ce modèle-là, on va peut-être pas encore durer 10 ans. Là. Bah, on est quand même une entreprise très installée dans le web français, puisqu'on a quand même 28 millions d'utilisateurs, on a 28 millions de produits, donc les chiffres donnent un peu le vertige. Mais clairement, on était quand même un généraliste en manque de verticalité. Et parce que dans tous les univers sur lesquels on est quand même sur une petite dizaine d'univers, on est sur les biens de consommation, l'immobilier, l'emploi, la location de vacances, on manquait vraiment de rapidité d'exécution. Et puis on avait des entrées de concurrents sur ces marchés qui challengeaient le Boncoin, clairement, sur des business models, sur une expérience utilisateur plus mobile, plus personnalisée, avec du paiement, de la livraison, etc. Donc pour éviter la disruption, c'est-à-dire pour pas que le disrupteur soit disrupté, on a complètement transformé culturellement cette organisation. Donc transfo interne et aussi beaucoup de croissance externe, c'est un truc de fou là. Depuis il paraît que quelques mois. Il paraît que je suis boulémique de rachat. Vous avez encore faim alors? Ouais, pourtant on a fait des efforts pour nous contenir. En fait, ces acquisitions, elles se font. Aujourd'hui, on a réalisé 7 acquisitions. Donc à vendre à louer, L'Argus, Vidressing, Paycar, effectivement pour acheter entre autres sa voiture. Exactement. Et ouais. En fait, ces acquisitions, elles s'inscrivent toujours dans cette accélération qui est de comment sur chacun des univers, on peut prendre une position de leadership. Si on pense qu'on peut le faire tout seul, on ne fait aucune acquisition. Si on pense qu'il y a une acquisition qui peut nous permettre soit de gagner du savoir-faire, soit de gagner de la technologie, soit de gagner des parts de marché, on réalise cette acquisition. Mais toujours avec une vision qui est de dire, derrière, il y aura une seule plateforme. Nos utilisateurs doivent être partagés dans leur approche, donc doivent retrouver des réflexes d'usage d'une plateforme à l'autre, une commercialisation commune, une marque ombrelle très forte, comme Le Boncoin. Voilà. Mais ces acquisitions transforment lourdement l'entreprise Le Boncoin, parce que aujourd'hui, un quart des collaborateurs du groupe sont des collaborateurs qui viennent de filiales et qu'on intègre un peu à marche forcée, justement, parce qu'on a une vision centrée sur nos utilisateurs qui est, quand vous êtes client de l'Argus, vous êtes obsédé par, en général, le prix, pour savoir définir le prix de votre véhicule. Et demain, sur Le Boncoin, vous pourrez définir le prix de votre véhicule grâce à la cote Argus. Et puis, les professionnels pourront utiliser des données qui seront disponibles depuis leur logiciel Argus sur Le Boncoin. Donc, ça va vous donner de la crédibilité que vous n'aviez pas encore? Oui, face à la centrale ou d'autres? En fait, la crédibilité, déjà, on est devenu leader sans en avoir toute la spécificité et la finesse que peut avoir un spécialiste. En termes de volume d'annonce, hein. Non, parce qu'en termes de volume d'annonce, on est premier depuis un petit moment. Non, plutôt en termes d'expérience utilisateur, en termes de précision de recherche, par exemple, ou de services complémentaires de la recherche. Donc c'est vrai que si vous pluguez tous les services de l'Argus sur l'univers automobile du Boncoin, vous créez un ensemble extrêmement puissant, parce que vous prenez toutes les fonctionnalités, la détection de plaques d'immatriculation automatique, les référentiels précis de véhicules, etc., etc. Et si vous les mettez sur Le Boncoin, d'un seul coup, Le Boncoin non seulement dépasse un spécialiste, mais devient vraiment un leader de la data sur ce sujet. Donc vous consolidez là où vous étiez déjà bon, et puis parfois sur de nouveaux marchés tout court ou nouveaux marchés pour vous. Là, on pense à Vidressing, c'est pour attaquer la nouvelle verticale, ou dire tiens, il y a déjà, je sais rien, Vestiaire Collective, Vinted que certains citaient tout à l'heure. On va y aller aussi, et du coup, on prend déjà un pure player pour rentrer directement dedans, quoi. Oui, je pense que ça nous fait gagner du temps. Par exemple, sur l'univers de la mode, d'abord, il n'y avait pas d'univers mode sur Le Boncoin jusqu'à il y a quelques mois. C'est un univers qui nécessite du savoir-faire, ce que Vidressing a. À la fois une marque, mais aussi les équipes qui comprennent les problématiques vis-à-vis des marques, les problématiques vis-à-vis de la contrefaçon, les types de recherche de nos utilisateurs, leur usage mobile, les problématiques autour du paiement, de la livraison. Tout ça nous a été apporté par les équipes de Vidressing qui ont fait un boulot formidable et qui ont intégré le paiement, qui était déjà, mais la livraison qui a été intégrée sur Le Boncoin a été intégrée en moins de 3 mois. Et ce sont les équipes de Vidressing qui ont développé ce service. Voilà, donc ça nous permet vraiment de gagner un an et demi sur chacun des univers, parce que des équipes, on leur donne la responsabilité. C'est-à-dire que les équipes qui arrivent, ce n'est pas les équipes qu'on va étouffer, c'est les équipes à qui on va confier plus de responsabilités en leur disant non mais l'univers automobile, chers amis de l'Argus, d'abord vous faites votre entrée en bourse d'ailleurs, on l'a fait là, vous rentrez dans le groupe Le Boncoin, mais derrière vous aurez la responsabilité de l'automobile,
du groupe. Ouais. Voilà, donc c'est notre philosophie et pour l'instant ça fonctionne pas mal parce que c'est intéressant. Vous imaginez, vous êtes chez Vidressing, vous vous occupez de Vidressing, puis demain on se dit bah tiens, tu vas aussi récupérer Le Bon Coin, les 6 millions d'objets et puis les 3 millions de visiteurs supplémentaires. Voilà, je trouve que c'est assez grisant. On est au forum annuel de la MMA. Antoine, le mobile et Le Bon Coin, comment ça marche? Comment on garde la même expérience aussi tout le temps sur le mobile? Ouais, ça a été notre précédente transformation, parce qu'on a eu plusieurs étapes de transformation dans les 8 dernières années. Et nous, on s'est pris une vague mobile assez forte et assez vite. Dès 2011-2012, on a commencé à être secoué et on n'était pas prêt. Notre plateforme n'était pas prête. Je vous rappelle, cette plateforme, elle avait été intégrée depuis, au départ, elle venait de Suède. Ensuite, on l'a adaptée pour la France et on était quand même plutôt un site web. Voilà. Et on a été obligé de produire des efforts énormes pour justement transformer notre expérience sur mobile. Aujourd'hui, ça couvre 75% de l'usage. On gagne 1 point par mois. C'est-à-dire que dans un an, on sera à près de 90% d'usage mobile. La majorité aujourd'hui de nos transactions, de nos dépôts se font sur mobile. Voilà, donc l'usage est complet. Maintenant, nous, on a une vision très cross-device parce que de temps en temps, le web a encore des taux de conversion meilleurs, etc. Donc aujourd'hui, chaque feature team a la responsabilité d'avoir une expérience unique sur tous les devices. Mais les applications aujourd'hui sont toujours les premières à recevoir les nouveautés, le paiement, la livraison, la navigation par univers, la personnalisation, toute l'algorithmique qui est en train de se mettre en place. Aujourd'hui, c'est les applications qui vont l'avoir en premier. Justement, le paiement en ligne, là, ça se passe comment pour vous? Ça se passe bien. C'est une sacrée transformation pour un site comme Le Bon Coin qui fait à peu près une centaine de millions de transactions par an. 80% d'entre elles se font en face à face et 20% se font à distance. Donc on a développé le paiement et la livraison principalement pour ces transactions à distance. Et on a été surpris par l'implémentation du paiement de la livraison. D'ailleurs, on l'a fait très doucement parce qu'on a quand même l'expérience que sur Le Bon Coin, il faut faire attention quand vous intégrez des fonctionnalités. Et on a fait cette transformation de manière progressive sur les 18 derniers mois. Les courbes qu'on a aujourd'hui sont exponentielles. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Et surtout, ça nous a forcé à recruter des équipes différentes. On n'avait pas de spécialistes, on n'avait pas d'e-commerçants chez nous. Parce qu'en fait, nous, on s'occupait de la mise en relation. On n'avait personne qui s'occupait du paiement, qui s'occupait des problématiques de support client, derrière une livraison, etc. Tout ça, c'est nouveau pour nous. Donc voilà, on est passé en mode accéléré, parce que quand on voit les courbes, de temps en temps, je me dis « Ah, mais tiens, mais en fait, ça ne va pas passer. » D'ailleurs, ça ne passe pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, les courbes sont extrêmement fortes. Je pense qu'on fera des communications au courant de l'année 2020 sur les volumétries qui sont impressionnantes, notamment sur l'univers de la mode et de tout ce qui est maison, lifestyle, etc. Comment on garde l'ADN customer-centrique quand on s'appelle Le Bon Coin et qu'on a 13 ans maintenant? C'est un travail de tous les jours parce que clairement, cette transformation... elle vient du fait que nos utilisateurs nous ont dit des choses extrêmement claires. D'abord, sur nos jeunes utilisateurs, les millennials. Et pourtant, on est une marque dans le top 10 des marques préférées des millennials. Mais malgré tout cela, on voyait comme sur nos courbes, notamment sur certains univers sur lesquels ils sont très actifs, ils commencent à nous dire, attendez, nos applications mobiles, je peux pas payer, je peux pas me faire livrer, il n'y a pas de profil. Vous voyez, on commençait à avoir des indicateurs qui étaient pas déclinants, mais qui ralentissaient fortement. Donc déjà, on a fait des études spécifiques sur eux, on les a écoutés, on leur fait essayer nos applications et ils nous ont appris plein de choses sur leur usage qui est un peu différent des autres profils sur la plateforme. C'est-à-dire qu'est-ce qui tolère pas par rapport à leurs aînés? Qu'est-ce qui tolère plus? Bon, d'abord, ce qui est important pour eux, d'abord, c'est la marque est extrêmement importante et donc cette marque, elle doit être présente aussi sur les services qu'ils utilisent au quotidien. Notamment, on a monté une opération avec Snapchat, justement pour les toucher dans des situations sur lesquelles ils étaient. Donc, on a senti que ça avait réchauffé la marque et ça nous a fait faire rentrer de nouveau dans leur scope. Donc la question de la marque, il faut qu'elle soit moderne, il faut que ça soit une marque aussi qui fasse attention à son comportement fiscal, éthique. Hein, c'est très présent dans leur usage. C'est important aussi qu'on prenne des postures sur l'économie collaborative. Vous
voyez, il y a un certain nombre d'éléments de valeur qui rentrent derrière l'usage. Voilà. Ensuite, dans l'usage, le paiement, la livraison, le search, le mobile, l'intégration de la confiance, ça aujourd'hui, c'est des générations qui sont extrêmement rodées sur l'usage. Et si le Boncoin ne s'adaptait pas, je pense qu'on les aurait perdus. Voilà, donc il y a eu un vrai travail massif qui a été fait sur le sujet. Ça nous a permis d'aller en communication en télé. On va retourner en 2020 avec un angle un peu différent. Voilà, on a franchi cette étape qui a été difficile pour nous parce que c'était une transformation très lourde d'intégrer du paiement, de la livraison pour une audience qui couvre 10 millions de Français tous les jours quand même, avec 800 000 de nouveaux dépôts d'annonces. Donc pour nous, les conséquences étaient très fortes en restructuration. Snap City qui sera avec nous tout à l'heure. Le Boncoin, la dernière question, Antoine, vous serez où? Je ne sais pas, dans 5 ou 10 ans. Vous n'avez pas de boule de cristal, mais vous avez sûrement une stratégie là, à long terme. Bah ouais, je suis censé en avoir une. En tout cas, je peux vous dire déjà. Il n'y a pas de joker. Il n'y a pas de joker. En tout cas, vous avez 30 secondes pour réfléchir. Mais... Ouais, non. En fait, dans quelques années, où est-ce qu'on sera? D'abord, on est en train de basculer vers un modèle transactionnel. Et ça, c'est une bascule qui est très importante. Alors, la partie de biens de consommation est déjà en train de basculer, mais aussi des univers plus classiques qu'on n'attend pas. C'est l'automobile va basculer, la location de vacances a basculé. Voilà, donc on est en train de faire un virage très transactionnel. Donc là, on va aller se frotter probablement avec des e-commerçants, même si on n'a pas de neuf sur la plateforme. Il y aura un sujet sur cela. Donc, le Boncoin va être plus transactionnel. C'est une entreprise plus de data, le Boncoin. Donc on va complètement transformer notre régie publicitaire dans les prochains mois en étant beaucoup plus data-driven, beaucoup plus penché vers la segmentation de l'offre qu'on va proposer. Technologiquement, on va faire beaucoup d'efforts aussi pour fournir à nos annonceurs une meilleure expérience et de meilleurs leads. Et puis on va basculer un peu plus vers des univers serviciels, les services entre particuliers, les services aux professionnels. Voilà, en tout cas, toute la chaîne de valeur transactionnelle C2C sur le Boncoin, nous voulons la couvrir en étant concentrés vers les attentes de nos utilisateurs, qui sont tous les Français, qui sont vous, moi. Voilà, mais avec aussi une envie de continuer à garder nos valeurs, c'est-à-dire nous sommes une entreprise qui porte, on n'est pas les seuls, l'économie collaborative. Nous voulons rester responsables fiscalement. Voilà, et donc ça a nécessité beaucoup d'investissement, beaucoup de travail, donc de la croissance devant nous. La taxe dite GAFA, GAFAM, vous êtes dans le giron ou juste en dessous là? Alors cette taxe, je vous rappelle que je l'ai beaucoup souhaité. En tout cas, j'ai beaucoup souhaité qu'on rééquilibre la fiscalité entre les acteurs français, européens et les acteurs américains et asiatiques. Ensuite, il y a eu l'arrivée de cette taxe qui a été mise en place, que j'ai combattue. Au moment de sa conception. Je l'ai combattue parce qu'elle venait impacter lourdement les acteurs français et européens. Maintenant qu'elle est en place, on est en train de regarder si on est éligible ou pas. Maintenant, le fait de ramener tout le monde sur le droit chemin fiscal partout dans le monde entier, et j'espère que l'OCDE va vite conclure sur ses travaux pour qu'on puisse avancer sereinement et de rééquilibrer la concurrence, ça me convient. Et là, on est en train de regarder avec les services fiscaux de Bercy si le Boncoin est éligible ou pas. J'espère pas. Voilà, mais comme tout chef d'entreprise, je ne le souhaite pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, je respecte cette décision de l'avoir mise en place. Je comprends ses motifs. J'étais opposé à la manière dont elle a été faite. Maintenant qu'elle est là, il faut vivre avec. Et comme un bon chef d'entreprise que je suis, enfin j'espère, je vais essayer de ne pas la payer. Voilà. Antoine Jouteau avec nous ce matin, donc merci d'avoir été sur ce NMA Forum.